Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Alors, bon, on va parler de notre cher Tony Ferguson et on va peut-être s'en inquiéter parce que là, 37 ans en février prochain, 2 défaites consécutives. Mais avant, petite demande, petite doléance, n'hésitez pas. Likez la vidéo et abonnez-vous. Opération 50 G's, toujours d'actualité. Bon, alors mon cher Polydomso, on va revenir donc sur ce co-main event. Tony Ferguson qui est passé à ça de se faire soumettre, il n'a pas tapé, mais complètement dominé de la tête et des épaules par un Charles do Bronx Oliveira impressionnant. Shutdown, c'était vraiment ça. Et je crois qu'il y a eu 11 minutes sur les 15 de contrôle de la part d'Oliveira, ce qui est quand même énorme en termes de proportion. Je pense que c'est assez monstrueux. Ouais, il était complètement surclassé. Surclassé, c'est le terme. Et en plus, ça, à toutes les distances, que ce soit debout, au sol, en lutte, j'en parle même pas parce que quasiment toutes les tentatives de takedown, toutes ou quasi toutes, enfin bref, peu importe, sont passées. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est en lutte, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ça au regard du pédigré de Tony Ferguson, mine de rien. C'est clair, mais tel était le cas. Et c'est vrai que je pense que les jeux étaient faits quand Oliveira a pris conscience qu'il avait un avantage total en grappling et en lutte. C'est clair. Il y a beaucoup de moments parfois où tu sais, tu as l'hésitation et tu te rends pas compte en fait que tu peux en fait débloquer la situation en recourant à telle ou telle technique. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'au premier round, je pense même pas qu'au premier round, je pense que dès les premiers échanges au sol, très rapidement, Oliveira a pris la position montée et il s'est rendu compte que là-dessus, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue physique, il était au-dessus en fait. Et quand tu as une telle confiance, tu rentres dans une espèce de flow où tout te réussit en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je ne sais plus si c'est au troisième round où il passe troisième. Il aurait pu à faire monte, l'armbar. à side, à monte, et tu fais bon, d'accord. Enfin, le truc, tu sais, l'exercice que tu fais, je veux dire que tu répètes quand tu commences à faire du BJJ, mais que bon, tu fais jamais en réalité, parce que quand tu es face à un adversaire qui bouge en même temps, c'est super compliqué. Mais lui, il est contre Tony Ferguson, un des mecs qui était les plus craints pour sa garde, et il passait. Enfin, on aurait dit franchement. Le coach de BJJ qui joue avec le débutant, quoi. C'était assez grave. Après, le fait que Tony Ferguson ait perdu son bras au premier round, c'est ça, parce exactement. que je pense qu'il était très certainement soit cassé, soit endommagé. Ça joue notamment sur la takedown de défense de Tony Ferguson qui fonctionne beaucoup sur les menaces en Darce Choke et en Anaconda, qui là, et même pas, son en fait, striking. Il avait un bras en moins, quoi. Ouais, le striking aussi, évidemment, mais du coup, tous les takedowns ensuite qui ont suivi sont passés comme papa dans maman, quoi. Donc, c'était inévitable. Enfin, là, pour le coup, mais même avant, le premier takedown est passé et la soumission. Alors, j'ai beaucoup aimé Oliveira parce que dans la preview, bon, on s'était gouré. On avait donné Tony Ferguson gagnant. Mais dans la preview, je me souviens avoir dit que ce que j'aimerais beaucoup de la part d'Oliveira, c'est qu'il soit patient, en fait. Qu'il prenne le temps d'installer le contrôle au sol et pas qu'il cherche à tout prix à soumettre en 30 secondes, parce qu'un des trucs qui avait coûté la victoire à Oliveira dans plusieurs combats qu'il aurait pu gagner, c'est que dès qu'il arrivait à arriver au sol, à être dans une position favorable, il prenait le risque de sacrifier cette position favorable de manière quasiment immédiate pour passer sur une soumission. Et c'était dans cette transition, généralement, que ses adversaires s'en sortaient et arrivaient à se relever. Là, il a pris au moins sur le premier round 2 minutes, je pense, où il était en monte et il était tranquillement en monte. Il n'a explosé sur sa clé de bras que dans les dernières secondes du round. Et a créé du dommage aussi, cela dit. Mais voilà, et oui, il a créé du dommage. Mais de toute façon, c'était la stratégie à avoir face à un mec comme Tony Ferguson qui, son boulot en fait et sa stratégie numéro 1, c'est de t'épuiser. Et il est prêt à concéder un round ou deux pour gagner en fait le combat. Et comment tu mets un terme à cette stratégie, c'est en contrôlant totalement en fait là où le combat se situe et en ne laissant aucune opportunité à
à Tony Ferguson de reprendre l'initiative du combat. Et en fait, c'est ce qu'a fait Charles Oliveira. Il l'a pas laissé respirer. Il ne lui a pas laissé le temps ni la possibilité d'installer son jeu, son rythme, et encore moins sa distance, parce qu'il était quasiment tout le temps en échange de lutte finalement. Et les rares moments où ils étaient à distance de striking, Oliveira était appliqué à ne pas laisser en fait Tony Ferguson prendre l'initiative. Un kicking game aussi très intéressant. Parce que là, pour le coup, dès le début du combat, il a donné le ton avec ses low kicks. Oh là 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 là. Non, franchement, Charles Oliveira, c'était une performance hyper impressionnante. Et puis surtout, comme tu l'as dit, mon cher Polydomso, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que du premier au dernier round, il a imposé un rythme qui était quasi intenable. Et pour un gars qu'on avait vu plutôt, je vais pas dire où il y avait des doutes un petit peu sur son cardio, mais c'est vrai que de temps en temps, tu vois, il se faisait rattraper par la fatigue. Là, c'était certes que 15 minutes, mais là, oh la vache! Mais c'est ce que je disais quand ce qui lui coûtait les combats, c'est qu'il prenait trop de risques, parce que le cardio, je pense qu'il l'avait, mais tu peux pas en fait faire 5 tentatives de soumission par round, c'est pas possible. Ouais. Ça te crève, ça taxe énormément sur tes muscles. Là, il a pris son temps. Il y a eu 3 tentatives de soumission, je crois, au combat. Ça en fait une par round. De mémoire, j'ai pas revu les stats du combat, donc vous m'excuserez. Il y a l'armbar, triangle choke. Il y a triangle choke et je crois qu'il y a quand il passe de triangle, il retente une armbar, mais finalement il l'abandonne pour contrôler seulement. Ouais. De mémoire, c'est ça. Mais je crois que de mémoire, il y en a une par round, en fait. Et je pense très certainement que Charles Oliveira s'est discipliné, même s'il avait un avantage évident en grappling, il a pris son temps, quoi. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça lui a permis de maintenir sa pression suffocante et de ne pas se crever, en fait. Et pourtant, tu vois, malgré tout, même si il aurait pu en fait être dangereux pour Oliveira s'il avait à tout prix voulu terminer Ferguson, surtout après le premier round, c'est que tu vois, mine de rien, malgré l'avantage total qu'il avait, il a quand même été coupé sur un coup de Tony Ferguson. Ouais. Il y a quand même, tu vois, il y a toujours des risques, même avec un Ferguson qui avait un bras en moins et qui avait abandonné la suprématie en grappling, tu vois. C'est clair. Et donc, notre cher Charles Oliveira, quand même, je lui tire mon bonnet, parce que c'est vrai qu'au 3e round, il aurait pu, justement, à mon avis, moi, y aller vraiment pour cette armbar, mais je pense qu'il s'est dit aussi, bon, Tony Ferguson, au premier, il n'a pas tapé. Là, avec le bras en charpie, j'aurais pu recommencer à lui péter le bras, mais il a été grand seigneur. Il s'est dit, je vais seulement contrôler pour m'offrir cette décision unanime. Maintenant, c'est vrai que c'était difficile. Moi, j'ai pas pu regarder. Pendant le premier round quand j'ai vu la clé de bras qui était verrouillée. Je me suis dit, il va lui faire une Frank Mir Team Sylvia, il va lui péter le bras. Ouais. Et j'ai détourné les yeux. J'étais genre, oh non. Quel courage de Tony Ferguson. Mais maintenant, il va falloir qu'on se pose la question, mon cher Polydomso. Et peut-être la question la plus difficile, c'est pour Charles Oliveira, pas d'inquiétude. Selon toute vraisemblance, il affrontera le vainqueur de Conor McGregor contre Dustin Poirier, où là, il est sur l'autoroute vraisemblablement du title shot. Mais pour Ferguson, personnellement, moi, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais j'ai presque envie qu'il prenne sa retraite maintenant. Parce que là... Enfin, on va dire l'avenir et les prochains combats pour lui, en fait, n'engagent pas une certaine sérénité quand on aime Tony Ferguson. On est un peu on va pas se mentir, on est dans le crépuscule de la carrière de Ferguson, même si faut pas être ultra sévère. Hein. Il n'en est pas au stade d'un Arlovski des combattants comme ça. Il vient de perdre contre un mec qui est sur une série de 8 victoires et qui a fait les ajustements pour s'améliorer. Il y a toujours un moment le combattant qui est un peu chien fou se professionnalise et fait de moins en moins d'erreurs. Et il semblerait que là, Oliveira, récemment, c'est ce qu'il montre. Et donc, du coup, il n'y a pas de honte à perdre contre Charles Oliveira, qui est considéré comme un des meilleurs de la catégorie la plus compétitive qui soit. Maintenant, c'est vrai que j'émets de très forts doutes sur sa possibilité à retourner sur les rails d'un title shot. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'en plus de ça, ce qui est extrêmement sévère avec Tony Ferguson, c'est que qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ? C'est-à-dire, il a eu une série de 12 victoires, il a déjà tout fait en fait. Là, qu'est-ce qu'on attend de lui pour qu'il retourne en title shot ? Là, après cette défaite, il faudrait qu'il refasse 5, 6, 7 victoires dans une des catégories les plus compétitives qui soit. Je ne pense pas que ce soit possible pour lui maintenant. Je ne pense pas qu'il a décliné totalement et qu'il va perdre tous ses combats. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense même qu'il va en gagner. Il y a des gens qui vont être surpris parce que je lis des commentaires.
enfin, je tombe de ma chaise, quoi. Il y a des gens, ils disent ouais, il est fini et tout, mollo, quoi, parce que il vient de perdre contre un des meilleurs de la catégorie. Il n'y a pas de honte à ça. Et je pense qu'il peut mettre des corrections à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Le truc, c'est que Tony Ferguson, ce à quoi il aspire, c'est pas être gatekeeper. C'est pas être, c'est pas. Et en plus de ça, je pense pas, malgré le fait qu'il ait beaucoup de fans, enfin toute proportion gardée, pas au niveau des superstars de la catégorie, mais il a quand même un certain nombre de gens qui le suivent. Il a une personnalité tellement étrange, tellement atypique que je pense pas qu'il ait la sympathie des gens, tu sais, pour des matchs, un peu des matchs de légende comme ça. Ouais. Tu vois. Je m'engage peut-être, mais je ressens pas cette sensation que les gens ont, par exemple, notamment vis-à-vis de Donald Cerrone ou de mecs ou que Felder, tu vois, des gars comme ça qui sont un peu des compagnieman, qui sont maintenant plus vraiment dans la perspective d'un title shot et d'être dans le meilleur des meilleurs, mais qui peuvent être des salaryman de l'UFC parce que justement il y a un facteur sympathie que les gens vont regarder. Ouais. Tony Ferguson, il avait beaucoup de fans justement parce que c'était tellement étrange. Un mec comme ça, avec cette façon de s'entraîner, qui gagnait, que forcément ça attire le regard. Tu te dis putain, jusqu'où ça va s'arrêter en fait. Ouais. Et là, ça s'est arrêté. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont regarder les combats de Tony Ferguson, ça c'est clair. Sûr. Mais je pense moins qu'avant. Et voilà, donc il n'a pas sa place en tant que compétiteur dans le plus haut niveau. Je ne le pense pas, moi personnellement. Je ne pense pas qu'il va revenir et je ne pense pas en plus que l'UFC lui donne cette chance-là. Quand bien même il enchaînerait là 3-4 victoires, je ne pense pas que l'UFC lui donnera la chance d'un title shot. Elle ne lui a pas donné quand il était déjà au top du top du top. Enfin, elle lui a donné, mais dans des conditions... Les 2 fois, c'était dans des conditions quasiment suicidaires. Donc, ça donne l'idée en fait de l'état d'esprit de l'UFC vis-à-vis de Tony Ferguson. Donc là, c'est mort. Je pense que ça, à ce niveau-là, il peut l'oublier. Et je pense pas que... Enfin, moi, je serais énormément triste si Tony Ferguson devenait un gatekeeper. C'est pas son but, quoi. Non, puis c'est compliqué. Reste à savoir ce qu'il veut faire. Tu vois. Après, là, la balle est dans de Tony Ferguson parce que il se fera pas lourder par l'UFC. Je ne pense pas que l'UFC ait le mauvais goût de le lourder après cette défaite-là. Maintenant, il faudrait voir quand est-ce que son contrat se termine. Et là, il a une énorme question à se poser. Moi, ce qui est terrible, c'est que je ne pense pas que ce soit Tony Ferguson qui soit apte à prendre cette décision-là. Tony Ferguson, il est trop investi, trop fou, il croit trop en lui-même. Et c'est une super qualité. Mais là, il arrive dans un stade de sa carrière où ça devient un double tranchant. Et là, c'est plutôt le deuxième tranchant. Là. C'est que ça devient dangereux pour lui. Et donc, du coup, la question est de savoir est-ce que son entourage va suffisamment le guider, lui donner des bons conseils. Ça, c'est la question. Non, mais il faut soit prendre une longue pause ou soit tout simplement s'arrêter parce que ça peut être ça aussi. Il est trop fort en fait pour être, surtout en plus, pour moi, aujourd'hui, il est encore trop fort pour être gatekeeper. Ce que je veux dire, c'est que là, pour moi, le prochain combat, c'est Dan Hooker ou Michael Chandler. C'est un mec comme ça, c'est un mec du top 5. Et les deux, j'ai pas envie de le voir tout de suite contre les deux. Là. C'est ça. Non, mais en plus, c'est trop fort dans 2 sens. C'est-à-dire trop fort parce que là, pour le moment, les prochains qu'on va lui passer, c'est forcément des mecs qui sont excellents et qui peuvent lui faire mal. Mais attention, il peut leur faire mal aussi de son côté. Hein. Mais ce sera forcément une guerre, on va dire. Voilà, c'est ça. Ce sera forcément, mais de toute façon, tous les combats de Tony Ferguson, même lorsqu'il est contre des mecs qui n'ont pas son niveau, c'est des guerres. Lando Vannata. Lando Vannata, tu vois, typiquement, c'est ça, tu vois. Ouais. Et même, je regardais Katsunori Kikuno, qui n'était pas le meilleur, bah, il se fait toucher quand même au premier round assez salement, tu vois. Enfin, donc voilà, donc c'est sa façon de combattre. Ça marchait parce qu'il avait une foi inébranlable en lui-même et de toute façon, il l'abandonne pas, quoi. Là, on l'a bien vu avec Charles Oliveira. Même s'il se faisait péter le bras, il n'aurait pas abandonné. Ça, c'est certain. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, c'est que c'est à double tranchant. Non seulement il va affronter les meilleurs, et s'il n'affronte pas les meilleurs, mais c'est même pas un gatekeeper fonctionnel, parce que je pense que si tu le mets contre des prospects qui sont casser des talents, mais tu vas les détruire. Les mecs vont jamais se relever d'une défaite contre Tony Ferguson. Tu vois, c'est terrible, mais c'est ça, tu vois. Donc c'est trop coûteux. Et c'est pour ça que je pense que le stade de gatekeeper, c'est une case que lui ne peut pas remplir. Il ne peut pas avoir ce rôle-là. Donc, c'est la question. C'est qu'est-ce que tu veux faire ? Peut-être que tu l'as dit, hein, une bonne solution serait de prendre beaucoup de temps pour lui. Ouais. L'ennui, c'est qu'il arrive sur ses... Là, il a 36 ans, 37 ans. 37 en février. Par exemple, s'il prend 1 an ou 2 ans de pause, ça lui fait 39 ans. Ouais, non, c'est chaud. 39 ans dans la catégorie des lightweights, ça devient vraiment compliqué. Et comme je l'ai dit,
je pense pas qu'il arrivera à faire des matchs un peu à la Nate Diaz ou à la Jorge Masvidal où on va regarder le combat à la fois parce que c'est des bons combattants, mais aussi parce que c'est des personnalités qu'on a envie de voir. Tu vois. Tony Ferguson, il est trop chelou pour ça. Enfin, moi, personnellement, je le ferais. Mais les gens ne réfléchissent pas tous de ma manière. Tu vois. Après, mon cher Polydomso, vous regardez tous les combats, bien évidemment. Personne ne peut vous suivre. Donc bon. Mais après, je te dis, est-ce que tu penses, par contre, que Tony Ferguson, ça pour moi, ce serait peut-être la solution, mais personnellement, je n'y crois pas. Mais peut-être que Polydomso a un avis différent. La solution pour lui, ce serait peut-être, je pense que c'est trop tard, mais tu vois, de tout simplement réussir à changer de style, en fait. Parce qu'en gros, c'est surtout ça, pour moi, en fait, son style-là, avec ce qui s'est passé ces 2 derniers combats, ce n'est plus applicable, en fait. C'est plus applicable contre le top 5. Oui, contre le top 5, bien évidemment. Voilà. Ouais. Parce que moi, je reste quand même persuadé, je me gourre peut-être, mais qu'à mon avis, il file des trempes encore à beaucoup de gens. Oui. Pour moi, hors top 5, clairement, il plie tout le monde. Non, moi, je vais te dire, je suis comme toi, je ne pense pas qu'il puisse s'adapter. Je ne pense pas qu'il puisse s'adapter, c'est trop intriqué avec sa personnalité. C'est-à-dire, s'il se met à faire différemment, il sera moins bon en plus. Tu vois, c'est ma théorie, hein, personnellement. Mais je pense pas qu'il va devenir. Tu peux pas imaginer qu'il se transforme en Georges Saint-Pierre ou tu vois, qu'il prenne moins de risques debout et tout. C'est pas sa façon de faire. C'est terrible. Mais si là, il est arrivé à un stade où il est trop avancé dans sa carrière et trop âgé, et s'il se met à changer quelques paramètres de son jeu pour plus de sécurité, ça va se faire au coût de son agression. Mais je suis désolé, le cocktail Tony Ferguson, c'est une agression constante qui épuise son adversaire. Quitte à prendre plusieurs coups, tu vois, quitte à prendre un coup, prendre même 2 coups pour en mettre un. C'est ça sa stratégie. Et il peut pas, un tigre ne va pas changer ses rayures à cet âge-là, quoi. C'est pas possible. Moi, je pense pas. Donc non, non, je pense. Voilà pour notre. Mais bon, après, je peux peut-être me gourer, hein, évidemment. Je n'ai pas la science infuse là-dessus et éventuellement que s'il y avait quelques petits ajustements. Non, mais c'est ça en fait. Si tu me dis changer radicalement de style, je te dis non. Si c'est ajouter quelques petits ajustements cela et là pour le rendre un peu plus efficace et pour grosso modo éviter de prendre trop de dommages dans son approche. Oui, ça, c'est possible. C'est possible, mais il faut un bon coach. Et le problème de Tony Ferguson, ce qui a été à la fois sa force et maintenant sa faiblesse, c'est que son coach, c'est lui-même. Ça a toujours été plus ou moins ça. Il a des coachs de grappling avec Eddie Bravo et des coachs de striking aussi. Mais en fait, tout son camp d'entraînement tourne autour de sa personne et c'est lui qui décide. Je ne pense pas qu'il ait de head coach, par exemple. Ouais. Je me gourre peut-être, mais je ne pense pas qu'il en ait. Et ça, il a une personnalité pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas eu la chance de l'écouter en interview et tout, je vous invite à le faire parce que c'est quelqu'un qui est trop étrange en fait. Je ne sais pas comment tu peux, surtout arriver à 37 ans, discipliner quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, le discipliner, il est discipliné dans son approche, mais lui imposer ta façon de voir les choses. Tu vois, parce qu'un head coach, il te dit, tu te lèves à telle heure, tu fais tel truc de tel truc, tu manges tel truc. Et c'est ça, le boulot d'un head coach, c'est faire en sorte que le fighter n'ait pas à se poser de questions. Tu vois, et c'est pour ça qu'il doit avoir une confiance aveugle dans son head coach. Moi, je pense que là, le problème, c'est que tu vas pas apprendre à Tony Ferguson comment s'entraîner, quoi. C'est terrible, mais je pense qu'il l'accepterait pas, tu vois, lui-même. Donc voilà, si tu veux, ma réponse c'est ça. Des petits ajustements cela et là pour prendre moins de dommages, certes. Une révolution de son style, non, j'y crois pas. Affaire à suivre, mon cher Polydomso, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec El Coucou. Oui, on lui souhaite un prompt rétablissement. Bien, c'est clair. Prochain podcast, on va s'intéresser au reste de la carte parce qu'il y a des choses à dire, mon cher Polydomso. Big shout out à My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très très vite. I'm fucking coming for you!